Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur la scène Natexpo pour cette nouvelle table ronde où, comme vous le savez, à chaque fois, eh bien, on aborde un sujet qui fait l'actualité de la bio avec des gens de terrain, des spécialistes, des experts et aussi des observateurs à qui nous demandons d'échanger sans langue de bois. Et puis, je vous le rappelle également, vous pourrez, vous qui êtes avec nous sur ce plateau, poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, finalement, elle est très simple. Plus de bio dans nos assiettes, on fait comment? Seulement voilà, quand une question est simple, généralement, la réponse est très compliquée et parfois même, je dirais, un peu complexe. Alors c'est ce que nous allons voir avec nos invités, voir si c'est si compliqué que ça ou si avec un peu de bonne volonté, on peut y arriver. Nos invités, je vous les présente. À mes côtés, Fanny Giancetto. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors, vous êtes fondatrice d'Ecotable. Ecotable, c'est quoi? Ecotable, en fait, on accompagne le secteur de la restauration au sens large, donc restauration collective, mais aussi restauration commerciale et événementielle, dans sa transition écologique. Et pour ça, on a développé plein d'outils pour le faire. On fait de la mesure d'impact environnemental, on les forme, on les conseille. Et pour ceux qui ont déjà une démarche aboutie, on labellise les restaurants les plus engagés. C'est ce qui est connu, c'est le label Ecotable, qui aujourd'hui labellise plus de 250 restaurants en France. Voilà, sur des critères divers et variés, dont le bio. Vous êtes le guide Michelin des restaurants bio. L'étoile verte, la vraie, parce que l'autre a disparu et que ce n'était pas un label, des restos, ouais. À vos côtés, Mathilde Xel. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du plaidoyer au Synabio. Alors, on rappelle ce qu'est... Alors, évidemment, ceux qui sont dans la salle savent pertinemment ce qu'est le Synabio, mais pour ceux qui nous regardent à distance, peut-être qu'il faut rappeler les choses. Oui, tout à fait. Donc le Synabio, nous sommes le syndicat des transformateurs bio. Donc on représente environ 210 entreprises du secteur de la bio, transformateurs et distributeurs pour leur activité de transformation. Et voilà, on a un volet de représentation de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, et ça c'est le rôle que je représente au Synabio, et un rôle d'accompagnement sur toutes leurs problématiques, que ce soit réglementaire, qualité, RSE, etc. Ça, c'est beaucoup de dossiers sur votre bureau, si je comprends bien. Tout à fait. De l'autre côté de ce plateau, Julie Gosselin. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, vous êtes directrice d'Interbio Bretagne. Alors, j'allais dire Interbio Bretagne, combien de divisions en général? Je sais pas, en tout cas, on a 120 adhérents, nous, sur toute la Bretagne, qui représentent 550 millions d'euros de chiffre d'affaires bio régional. Donc, on existe depuis 30 ans. On a fêté nos 30 ans cette année. Et puis, on fait du développement, donc, de l'agriculture biologique et puis de l'alimentation bio, avec 3 pôles de mission. L'accompagnement des porteurs de projets, recherche de financement, des salons aussi comme ça, où on emmène nos adhérents pour du développement économique, et de la transition aussi alimentaire sur les territoires. On travaille beaucoup avec les collectivités, notamment. Et c'est important de dire que la Bretagne est aussi une grande région bio. C'est une grande région bio, c'est une grande région aussi de consommation bio. Et à vos côtés, Olivier Saguer. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, vous êtes en charge des marchés et de la compétitivité filière à Interfel. Alors, j'allais dire, Interfel rassemble, comme toutes les interprofessions, toutes les grandes familles des fruits et légumes. Ça va jusqu'aux importateurs. Et la filière bio, c'est quelque chose d'important pour vous? Alors Interfel, effectivement, est l'interpro représentative de la filière des fruits et légumes frais. Donc vous le disiez, c'est 15 organisations membres qui vont représenter à la fois la production, la mise en marché, les grossistes, les importateurs, la distribution et la restauration collective au travers de 2 familles, le SNRC et Restoco. Et effectivement, restauration et bio, ce sont 2 sujets d'importance chez Interfel. Ça fait plus de 25 ans qu'on a un comité RHD chez Interfel dans lequel on aborde cette question de la restauration collective et de la place des fruits et légumes dans la restauration collective. Et puis un comité bio qui a cette particularité d'être ouvert à des parties prenantes de l'interprofession, et qui lui travaille vraiment sur l'adéquation entre l'offre et la demande sur le marché du bio. C'est d'ailleurs parfois ce qui manque dans certains secteurs. Vous arrivez à mettre tout le monde autour d'une table pour plancher sur un objectif commun. Alors c'est à la fois
très très stimulant et à la fois très compliqué. Mais c'est effectivement nos organisations membres qui viennent chez Interfel ont un seul objectif commun, qui est de développer la consommation des fruits et légumes frais, quel que soit le circuit de distribution ou l'utilisation, et ça dans un objectif de santé publique, puisqu'on est encore très très loin des 5 fruits et légumes par jour. Alors, la question qu'on se pose, plus de bio dans nos assiettes, on fait comment? Julie, moi j'ai l'impression que c'est super simple en fait. Je sais même pas pourquoi on fait une table ronde. Plus de bio dans nos assiettes, bah c'est pas compliqué, il suffit de produire plus de produits bio et puis on y va quoi. Mais j'ai l'impression que malheureusement, ma vision des choses est un petit peu réductrice, non? Alors, je sais pas si votre vision des choses est réductrice, mais en tout cas, il y a du travail pour y arriver. Et voilà, on a une loi Egalim qui chapeaute un peu des grands objectifs aujourd'hui, dont 20% de produits de qualité et bio. Donc nous, on œuvre auprès plutôt de la restauration collective, avec notamment un label qu'on développe avec 6 autres régions françaises, qui est Établissement Bio Engagé. Et ce label donc va venir récompenser, valoriser et les équipes qui sont en cuisine, mais aussi la direction générale des services, des achats, les élus sur l'introduction des produits bio. Et un des premiers leviers aussi pour introduire des produits bio et de qualité, ça va être de réduire le gaspillage alimentaire. Et ça, c'est un levier sur lequel on travaille aussi, parce qu'on accompagne aussi on est coordinateur du réseau Régal en fait, un réseau régional de l'évitement du gaspillage alimentaire. J'arrive pas à bien comprendre l'impact économique du gaspillage alimentaire. Je peux vous donner des grandes masses. J'ai mes petites notes là. Donc aujourd'hui, 40% des déchets alimentaires en France, c'est de la nourriture qui est gaspillée, c'est-à-dire qui est servie dans les assiettes et qui est gaspillée. Ça représente environ 100 grammes par repas. Et l'ADEME a sorti une étude, c'est à peu près 1,03 € par repas. Et pour un restaurant scolaire, par exemple, qui sert 500 repas jour, on est sur un coût de 72 000 €. Et pour une cuisine centrale, par exemple, qui a 3000 couverts jour, on serait dans un ordre de grandeur de plus de 800 000 €. Donc, on a un vrai levier 800 000 €, financier. ça en fait des repas quand on voit les coûts matières premières de la restauration collective. Ça en fait, et puis c'est surtout un sacré budget à récupérer pour pouvoir l'investir dans des produits de qualité, des produits bio, en fait. Mais alors, comment on fait pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Alors il y a plusieurs leviers. Déjà il y a se rendre compte de quel est exactement le coût du gaspillage alimentaire sur sa cuisine. Donc on peut faire par exemple des pesées. Une fois qu'on a fait les pesées, on peut regarder aussi quels aliments sont le plus restés dans les assiettes. Travailler aussi à avoir des menus qui sont adaptés en termes de portions, en termes de goût aussi, parce qu'on voit que nous les chefs qui ont réussi à réduire le gaspillage alimentaire et augmenter leur part de produits bio, ils ont beaucoup moins de produits qui restent sur les plateaux. Ils ont des élèves qui vont se servir tout seuls, qui vont goûter plus de choses, et des chefs qui arrivent à consommer aussi local, tout en garantissant le coût au niveau des services en fait. Mathilde, même question et même réaction. J'allais dire, plus de bio dans les assiettes, c'est pas compliqué. Il suffit de demander à vos adhérents, notamment ceux qui sont dans la transformation, de produire plus, tout bêtement. Oui. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors, non plus. Je dirais qu'aujourd'hui, nous, on considère que l'objectif principal doit être un objectif de consommation bio, ce qui diffère un petit peu de ce qu'on a entendu ces dernières années, où on s'est longtemps basé sur des objectifs d'augmentation de la surface agricole et donc de la production. Aujourd'hui, nous, au Synabio, on salue justement un des projets là, dont on attend la publication de la part du gouvernement, qui s'appelle la SNANC, la Stratégie nationale nutrition santé climat, qui doit réunir dans un même texte des orientations en termes de santé, d'alimentation et de climat, et qui permettrait de fixer un objectif de consommation bio de 12%, qui serait une vraie bonne nouvelle pour notre secteur, puisqu'on parlerait enfin de consommation des produits bio et donc des leviers pour accéder à ces objectifs de consommation. Et en termes de leviers, nous on considère aujourd'hui qu'il faut agir à la fois sur l'accessibilité de l'offre bio et donc sur la question du prix et de la répartition de la valeur dans les filières, mais aussi sur la question de la disponibilité de l'offre. Et donc là, on tombe directement sur le sujet de notre conférence, c'est-à-dire
que la bio doit trouver sa place dans les différents circuits de consommation, que ce soit la grande distribution, qui est aujourd'hui le principal canal de consommation des produits bio et qui doit se réengager aussi sur notre secteur, mais aussi la restauration collective à travers l'atteinte des objectifs Egalim et la restauration commerciale, qui est un secteur qui est en retard aussi sur l'atteinte la diffusion de produits bio. Justement, quand vous parliez de la grande distribution traditionnelle, on a l'impression que les produits bio sont encore des produits d'appel. Alors, on croit pas trop au truc, on croit pas trop à la filière, mais on en met. Et alors, ne le prenez pas mal, mais j'ai l'impression que les produits bio pour la grande distribution, c'est à peu près comme l'essence. C'est-à-dire, c'est pas forcément les trucs sur lesquels on va faire des marges énormes, mais on en met pour attirer les clients, pour leur vendre après des boîtes de conserve, des couches culottes et peut-être aussi quelques produits électroménagers. Alors c'est étonnant d'entendre ça, puisqu'effectivement on a plutôt l'habitude d'entendre qu'il y a de la surmarge sur les produits bio, qui est un sujet particulièrement présent dans le débat public. Il y a beaucoup de patrons de la grande distribution qui vous feraient presque pleurer quand ils parlent des produits bio, en disant non, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, c'est trop contraignant, ça nous rapporte rien. Alors la réalité sur les produits bio, comme sur beaucoup de produits de qualité présents en grande distribution, c'est plutôt qu'on applique des logiques de péréquation de marge sur ces produits, donc avec des produits qui vont avoir une haute valeur ajoutée et sur lesquels les distributeurs vont fortement marger au contraire, ce qui parfois peut freiner aussi l'accessibilité en termes de prix vis-à-vis du consommateur. Mais notre préoccupation sur la grande distribution aujourd'hui, elle est plutôt d'ordre de la présence de l'offre. Et donc au Synabio, on a fortement dénoncé aussi les pratiques de ces dernières années où on a, avec la crise de la consommation bio, eu parfois un déréférencement en grande distribution qui allait plus vite que la baisse de la consommation elle-même, créant finalement un effet contraire et donc un renforcement de la baisse de consommation. Quand vous parlez de déréférencement, c'est dû à quoi? C'est dû au prix? Alors non, c'était plutôt lié à la dynamique de marché, c'est-à-dire que le consommateur freinait un petit peu sa consommation bio et donc la distribution a sorti les produits bio des rayons. Alors que vous avez des études de Circana qui ont été publiées récemment qui montrent que plus on déréférence les produits bio, moins le consommateur en achète. Et c'est assez logique en fait. Donc on a vraiment besoin aujourd'hui de travailler avec la grande distribution pour qu'elle reformule ses engagements vis-à-vis de la bio et pour que les produits bio reviennent en rayon et soit accessible aux consommateurs. Quand on entend le patron, l'un des principaux patrons du secteur, se revendiquer comme étant, je le cite, le premier dealer de bio en France, c'est rassurant ou inquiétant? Je ne sais pas. Je dirais que ce qui est rassurant, c'est que oui, on a besoin et on assume en tant que bio avoir besoin de la complémentarité de double réseau de distribution, la distribution spécialisée et la grande distribution. Et donc effectivement, la grande distribution aujourd'hui représente le premier canal de distribution des produits bio et doit continuer de jouer son rôle, mais pas à tous les prix. Alors Fanny, Mathilde le disait à l'instant, la restauration traditionnelle est un petit peu à la traîne. Elle est beaucoup à la traîne même. Voilà. Comment vous expliquez ça? Parce que on le voit ici notamment sur le salon Natexpo, il y a beaucoup de cuisiniers, c'est facile à repérer d'ailleurs, ils ont tous leur uniforme et leur blouse bragard. Mais comment vous expliquez que ça prenne pas plus alors que l'exemple est venu d'en haut? Il y a certains chefs étoilés. Je pense par exemple à Alain Passard, peut-être aussi à Marc Vera dans les Alpes, qui ont été les premiers à revendiquer le fait de mettre du bio dans les assiettes. Comment vous expliquez que ça n'a pas été suivi par monsieur Marcel Moyen, qui est patron d'une petite brasserie dans le 15e arrondissement? C'est difficile à expliquer. Moi, mon sentiment, c'est que il y a eu un espèce de bio-bashing qui a très bien fonctionné pour la restauration commerciale. C'est-à-dire? Si vous posez la question à la plupart des chefs et à qui on demande pourquoi vous faites pas plus de bio, ils vous répondent « Moi, ce qui m'intéresse, c'est le goût. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le produit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le local. » Tout ce qu'on a envie d'entendre. Et je me rappelle encore d'une discussion avec Alain Ducasse il y a pas si longtemps où pareil, alors que il met en avant la naturalité et que dans la naturalité, on se dit que quand même on voudrait des produits sans intrants. Non, le mot bio, il n'arrive pas à le mettre dans sa bouche.
Donc il y a quand même il y a vraiment comme ça un espèce, je pense, de bio-bashing, l'idée que le bio ne serait pas forcément qualitatif et donc il faudrait plutôt aller chercher des produits de proximité, même si on habite à Paris et qu'on a plutôt autour de soi de l'agriculture intensive, des produits de qualité, des produits locaux, des produits de saison, mais pas particulièrement de bio. Donc il y a ça. Après il y a le fait aussi que à un moment donné, mais je pense que c'est le moins le cas aujourd'hui, c'était plus compliqué potentiellement pour la restauration commerciale de faire du bio. Aujourd'hui, franchement, les grossistes en bio se sont largement développés en restauration, donc il n'y a pas vraiment d'excuses de ce côté-là. Et enfin, il y a évidemment la question du coût. La restauration commerciale est un secteur qui est en difficulté, en grande difficulté. Il y a aujourd'hui plus de restaurateurs qui ferment que de restaurateurs qui ouvrent. Ils ont subi le Covid, ils ont subi l'inflation. Pour les Parisiens, ils ont subi les JO. C'est difficile, et il y a comme pour les Français, on a une part de bio qui a plutôt eu tendance à rétrécir plutôt qu'à augmenter. Après, nous, notre travail justement chez Ecotab, c'est de les accompagner dans cette démarche, de leur faire comprendre que en réalité, on peut faire du bio et être rentable, qu'on peut travailler sur plein d'axes, évidemment la végétalisation des assiettes, mais aussi le gaspillage alimentaire, qui est un coût important aussi pour la restauration commerciale, l'énergie qui a largement augmenté également, l'eau, enfin voilà, il y a plein de façons en fait de mettre plus de bio. Et quand on regarde les études, en plus les clients de restaurants ont envie de plus de bio au restaurant. Mais alors, est-ce que le problème aussi, on va essayer peut-être aussi de comprendre et de défendre un peu les restaurateurs et pas uniquement les restaurateurs étoilés. Est-ce que la difficulté n'est pas aujourd'hui que le client, avant, c'était entrée, plat, dessert, café, boisson, peut-être un verre de vin. Aujourd'hui, c'est un plat, un café. Donc, ça laisse peu de marge. Et par exemple, souvent des légumes bio, vous pouvez les trouver dans les hors-d'œuvre. Là, si on prend plus de hors-d'œuvre, fatalement, il y a un débouché qui n'existe plus. C'est sûr que la restauration commerciale, encore une fois, est en difficulté. Les gens vont moins au restaurant et quand ils vont au restaurant, ils commandent moins. Donc pour eux, la part de marché réduit. C'est aussi probablement qu'à un moment, c'était un peu la reconversion de rêve, la restauration. Donc tout le monde s'est mis un peu à ouvrir des restaurants. Puis là, en fait, il n'y a pas autant de clients que de restaurants. Donc le marché s'ajuste aussi. Donc oui, il y a ce sujet-là. Maintenant, en réalité, encore une fois, c'est se démarquer. Faire du bio en restauration, quand 1% des restaurants, 1% des achats en restauration sont bio, au contraire, faire du bio, c'est se démarquer face aux clients. D'autant que ces produits bio, cette matière première, elle existe. Il suffit de se promener dans les allées du salon. Juste en face de nous, on voit du saumon fumé. J'ai vu aussi des ingrédients. J'ai vu même le fameux matcha maintenant dont tout le monde nous parle. On arrive à trouver à peu près tout, quoi. Oui, il y a aussi bien nous, c'est vraiment un pan entier de notre travail, c'est de mettre en avant tous les producteurs, les grossistes, les fournisseurs qualitatifs auprès des restaurants pour faciliter leur travail. Parce que en effet, c'est des gens qui travaillent énormément et il faut un peu les aider sur qui peut les accompagner sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on a aussi bien des grossistes qui vont pouvoir les fournir tout en bio, mais qui vont pas forcément respecter les saisons, et s'ils veulent faire du bio local, il va falloir qu'ils fassent attention parce que on va avoir pas mal de bio étrangers. Mais on a de plus en plus des personnes avec qui on peut travailler en circuit court et qui font ce travail d'un bio local, français, et en plus avec un goût merveilleux. Olivier et Julie, moi je voudrais vous poser une question à tous les deux, qui est vraiment un ressenti de journaliste à la lumière des crises récentes, que ce soit des crises sanitaires, des crises économiques. J'ai l'impression que la filière bio, c'est quand même une filière éminemment fragile. Parce que dès qu'il y a un petit coup de vent, on prend filer la métaphore bretonne, ou un gros grain, le premier truc sur lequel les consommateurs vont faire des économies, c'est l'alimentation, et a fortiori l'alimentation bio. Est-ce que ça, c'est pas le problème majeur qui fait qu'aujourd'hui, dire que du bio dans les assiettes, oui, c'est possible en temps de paix, entre guillemets, mais en temps de crise, c'est plus compliqué. Julie et Olivier ensuite. Alors, moi, je nuancerais un petit peu cette analyse. Je dirais aussi qu'on a eu des gros paliers de croissance quand il y a eu des crises sanitaires. On voit au moment de la vache folle, les consommateurs se sont tournés massivement vers des produits sains, écologiques et les produits bio. Au moment de la crise de l'ESB, c'était effectivement en 96 et en 2000, c'était la valeur refuge, le bio. Voilà, c'est ça. Et on l'a constaté aussi en 2020, parce que nous, on produit de la donnée économique et on avait prévu avec les interbio, l'agence bio, un palier de croissance en 2020. Et finalement, ce palier de croissance, parce qu'on faisait des chiffres entre 16 et 20% de croissance annuelle, quand même, entre 2016 et 2020, et il a été décalé d'un an parce qu'il y a eu le Covid. Derrière, effectivement, et vous avez raison, il y a
a eu quand même une crise aussi du pouvoir d'achat. On voit dans tous les articles de journaux qu'aujourd'hui les Français épargnent beaucoup et que le premier secteur, et là ça tombe pas que sur la bio, d'économie, ça a été aussi le panier de la ménagère. Donc oui, on est impacté effectivement par ces crises, mais on a aussi profité d'un certain moment aussi des crises sanitaires et on a beaucoup investi. Là, ce qui était difficile ces dernières années pour la filière bio, c'est qu'il y avait eu beaucoup d'investissements dans des outils de transformation, notamment avec l'augmentation des effectifs. Donc, il fallait gérer une croissance à deux chiffres, ce qui est hyper positif, mais qui est aussi important. Donc et là on sent qu'on a quand même des signes de reprise en magasins spécialisés, 3 à 4% de croissance complémentaire. Donc moi je pense que c'est tout le secteur aussi qui a été impacté. Olivier, vos adhérents, ça y ressemble? Ils sentent que ça redémarre lentement mais sûrement? Alors nous on n'a pas d'adhérents, on a des organisations professionnelles. Des organisations, voilà, pardon. Mais oui, non, la reprise du bio, elle est, en tout cas, on est sur sur des chiffres qui sont de nouveau donne un peu plus de perspective, notamment pour les producteurs. Moi, je voudrais juste revenir sur cette question d'arbitrage du consommateur et rappeler. Alors, j'ai un peu tempéré les propos sur le secteur de la restauration. Aujourd'hui, entre les consommations à domicile et hors domicile, le rapport c'est un peu inversé. C'est-à-dire que les Français consomment de plus en plus hors domicile que sur les circuits de distribution. Néanmoins, quand il y a eu la crise, les mécaniques d'arbitrage ont été les mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la descente en gamme, c'est-à-dire qu'en GMS, ils ont pas acheté de bio, ils ont acheté du conventionnel, ils ont pas acheté de marque nationale, ils ont acheté de la MDD ou du premier prix, ils ont changé d'enseigne quand il y avait besoin, et ils ont fait la même chose en restauration. C'est-à-dire que ils ont arrêté de prendre des entrées quand ils prenaient des entrées avant, et ils ont aussi changé de circuit de distribution, de restauration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les circuits qui fonctionnent aujourd'hui, c'est globalement la restauration rapide, la livraison à domicile, et comment, avec des produits bio, on arrive à adresser ces circuits, qui sont quand même des circuits dans lesquels, on va pas se mentir, la question du coût, elle est importante, et qui ont des façons de travailler pour optimiser cette question du coût. Comment on arrive, sans changer leur façon de travailler, à mettre plus de bio, ou à même faire rentrer du bio dans ces offres alimentaires-là. Plus de bio sur les petites motos, les petits scooters de Uber Eats? Pourquoi pas? Ça, c'est... pourquoi pas? En tout cas, si on doit parler de développer la place du bio en restauration, on peut pas mettre de côté les vecteurs, ce qui est émergent et ce qui crée la croissance aujourd'hui sur le secteur de la restauration. Julie, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème majeur quand il y a eu cette croissance que certains qualifiaient de croissance insolente de la bio ces dernières années avant la période Covid, certaines entreprises ont investi. Ont investi pour créer un outil de travail plus sophistiqué. On y reviendra d'ailleurs aussi avec les adhérents du Synabio. Et aujourd'hui, ils se retrouvent peut-être avec des investissements qui sont plus aussi rentables que ce qu'ils avaient prévu au départ. Alors oui, c'est possible. Ça a été ces faits ciseaux qu'on a ressenti sur le marché depuis 2021. Moi, je trouvais que Sauveur Fernandez, qui écrit pour la revue Biolinéaire, avait assez bien analysé le marché déjà en 2020, parce qu'il avait fait un schéma qui disait qu'on allait être en crise dans le secteur et que en ce moment, on vivait une période de convalescence 2024-2025 avant de redécoller sur 2026-2027. Donc peut-être Mathilde en parlera mieux que moi, mais c'est vrai que les entreprises qui ont investi dans la transformation, certaines ont eu quand même les reins solides pour aller faire de l'innovation sur les marchés, trouver de nouveaux produits, trouver de nouveaux débouchés. Mathilde, il y a eu quand même ce trou d'air aujourd'hui. Ce trou d'air, il est derrière nous ou pas, ou derrière les entreprises ou pas? Alors, je rejoins et je partage les données de marché qui ont été partagées par mes collègues. Peut-être plutôt sur la santé économique des entreprises, le Synabio s'apprête à publier en début d'année une première étude économique construite avec la Banque de France, justement pour évaluer la santé économique de nos membres. Et ce que nous révèle cette étude, c'est que effectivement, les entreprises ont survécu à cette période de crise et elles sont, la spécificité des entreprises bio, c'était d'avoir un niveau de rentabilité supérieur au conventionnel dans l'avant-crise, et que là, on est revenu à un niveau plutôt similaire au conventionnel, ce qui a permis justement d'absorber cette période de crise sans trop de dégâts
pour les entreprises. En revanche, je partage tout à fait ce que disait Julie précédemment, c'est-à-dire qu'il y a un problème en termes d'investissement, puisque les entreprises avaient forcément investi dans des outils de production, dans la modernisation, dans de l'emploi, et que là, elles se sont retrouvées à devoir contracter au maximum sur ces dernières années, et qu'elles ont stoppé un petit peu leur dynamique d'investissement. Donc là, il y a un vrai besoin d'accompagner les entreprises pour accompagner cette reprise du marché, et donc du soutien à l'investissement, et de la sécurisation aussi de leurs prêts bancaires. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une difficulté d'accès au crédit de la part des entreprises bio qui ont du mal à justifier auprès des banques la reprise du marché, et qui ont du mal à convaincre des banques de les suivre dans ces nouveaux investissements. Mais c'est terrible ça, parce que finalement on s'en sortira jamais, quoi. Si les banques ne suivent pas, les entreprises peuvent pas investir et elles vont stagner, voire perdre des marchés. Alors c'est là que nous on demande aussi un accompagnement de la part des pouvoirs publics sur ces mesures précises. On est particulièrement inquiet des décisions qui concerne l'agence bio, à la fois sur son potentiel, enfin sur son maintien et sur le maintien de ses budgets. Quand on parle d'investissement, on parle évidemment du fonds Avenir Bio, et donc on défend mordicus le maintien de ses budgets pour pouvoir accompagner les entreprises, et on réfléchit aussi à d'autres dispositifs du type des fonds de garantie bancaire qui permettraient d'accompagner les entreprises dans leur accès au crédit. Est-ce que une des solutions aussi pour les entreprises qui sont généralement très fiers de leurs produits, et c'est légitime, et très fiers de leur nom, de leur marque, est-ce que c'est pas aussi, on parlait tout à l'heure de la descente en gamme des consommateurs, de créer plus de produits en marque blanche, peut-être aussi en MDD, pour répondre à quelque part à la demande de la distribution. Alors je sais que les MDD, c'est pas là-dessus que les entreprises gagnent beaucoup d'argent, mais ça crée des débouchés supplémentaires. Alors, effectivement, l'AMDD a plutôt explosé dans les différents circuits de distribution, que ce soit en distribution généraliste ou en distribution spécialisée. Beaucoup de nos adhérents ont conscience et acceptent que la MDD fasse partie de leur stratégie, parce que la MDD permet de créer du volume, et donc c'est intéressant dans une stratégie commerciale quand même des entreprises. En revanche, on ne peut pas laisser exploser la part de MDD, et donc ce qu'on demande au Synabio, c'est qu'il y ait quand même un équilibre sur le marché bio qui soit similaire au conventionnel entre l'équilibre MDD et marque nationale, parce que les entreprises ont besoin de leur marque nationale pour générer de la marge, et donc pour générer de l'investissement aussi dans leur structure. Donc il faut vraiment veiller à cet équilibre quand même. Et c'est intéressant parce que c'est un sujet d'actualité, puisque c'est en ce moment que débutent les négociations commerciales avec la grande distribution. Et souvent, on observe à cette période alors je vais pas parler de chantage parce que c'est un mot peut-être un peu fort, mais une tentation, on va dire, de la part des acheteurs de dire ouais, marque nationale, super, on l'adore, elle est géniale, les gens aiment beaucoup, mais si tu veux être dans le rayon, il va falloir aussi nous faire la même, mais en MDD. Alors je vais pas commenter directement les pratiques de négociation. En Surtout revanche, il paraît qu'on n'a pas le droit d'en parler d'ailleurs. Voilà, ce que je peux dire en revanche, c'est que donc au Synabio, on accompagne vraiment nos adhérents sur cette période qui est compliquée, on le sait, et donc on anime depuis 3 ans maintenant un observatoire national des négociations commerciales en bio. Ce qui nous permet d'avoir les remontées terrain de nos adhérents sur qu'est-ce qui se passe dans les box, de manière anonyme évidemment, et en fin d'année en fin de période de négociation, de pouvoir à la fois restituer les pratiques à nos adhérents, et puis de pouvoir prendre des mesures et s'adresser aux distributeurs quand il y en a besoin. C'est comme ça qu'il y a quelques années, on a pu faire aussi des courriers communs à la grande distribution pour alerter sur le déréférencement en cours massif des produits bio. Olivier, quand on regarde justement, on va continuer sur la grande distribution, quand on regarde certaines enseignes aujourd'hui, alors qu'un temps on qualifiait de low cost, mais qui maintenant sont devenues les enseignes où tout le monde va, c'est même très branché parfois d'aller chez certains, on va dire par exemple Lidl. Quand on regarde certains rayons bio, il n'y a que de la MDD. Est-ce que quelque part pour les fruits et légumes, c'est pas aussi un vrai problème, ça, d'avoir que de la MDD et de perdre un peu son âme? Alors, nous, on a la particularité d'être un marché et un secteur qui est pas historiquement un marché de marque. Donc, ce qui est important et ce qui rejoint aussi cette question de plus de bio dans l'assiette en restauration, c'est la question de connaître le produit, connaître la saison du produit. Si je veux acheter un produit bio au bon moment, que ce soit en restauration, que ce soit en GMS, il faut que je l'achète
quand les marchés quand les campagnes sont en pleine campagne, ça n'a pas de sens d'acheter ainsi si on veut vraiment en avoir à la carte, mais on sait qu'on va payer plus cher. Donc cette connaissance, nous, on travaille dessus sur accompagner les collectivités, mais plus loin aussi les restaurateurs, la restauration commerciale sur dans mon bassin de vie, dans mon bassin économique, quelles sont les productions et quand est-ce qu'elles arrivent, à quel moment. Et après, il y a des relations, il y a des échanges qui se font avec les différents maillons de la filière qui peuvent apporter de la performance logistique pour réduire les coûts aussi, qui peuvent apporter de la visibilité sur de l'engagement aussi avec des producteurs locaux. On parlait de la question du local qui était une vraie question, les restaurateurs. On en parle aussi beaucoup à la commission restauration de l'agence bio, la question de comment je mets du bio dans cette attente de local. Comment on le travaille. Donc tout ça, ça fait partie des leviers qu'on doit pouvoir aller chercher sur je mets plus de fruits et légumes. Là, je parle effectivement avec ce prisme fruits et légumes, mais cette connaissance du marché, je dirais, c'est le boulot d'un acheteur, qu'il soit en grande restauration, qu'il soit en restauration. Cette connaissance de produit, de quand je peux acheter le produit, quand est-ce qu'il sera meilleur, le plus abordable. Elle prend peut-être un peu plus de résonance encore pour les circuits bio. Julie, il y a beaucoup de pédagogie à faire quand on écoute Olivier, notamment chez les acheteurs, mais aussi peut-être chez certains cuisiniers qui doivent peut-être tordre le cou à une vieille habitude de du tout le temps. Il y a des moments où on peut pas. Oui, la question de la saisonnalité, elle est hyper importante, surtout sur les produits bio. Donc, il y a un certain nombre aujourd'hui d'organisations, que ce soit des organisations professionnelles ou des ONG, qui viennent aussi sur le terrain pour former les restaurateurs de la restauration collective, pour leur. Alors, ça dépend aussi des outils qu'ils ont, parce que comment vous y prenez-vous en Bretagne? Alors nous, on est plusieurs structures à intervenir sur le territoire. Donc nous, on accompagne déjà les collectivités quand on a le trio gagnant. Ce que j'appelle le trio gagnant, c'est l'élu qui a fait le choix d'avoir plus de bio dans l'établissement scolaire qu'il dirige, que ce soit les lycées pour la région, les collèges pour le département, ou les mairies et les municipalités pour les écoles. Ensuite, il faut avoir un alignement avec le directeur général des services, parce que c'est lui qui a les clés en fait du porte-monnaie. Et puis la troisième personne, c'est le cuisinier. Donc quand on a déjà ce trio qui est aligné, c'est important. Moi, je me souviens, dernièrement, j'ai fait une remise d'établissements bio engagés du côté de Vannes. Le cuisinier me disait, moi j'ai commencé à pouvoir introduire des produits bio quand j'ai eu la transparence totale sur mes achats via la DGS en fait, et j'ai pu voir où étaient mes coûts, alors le gaspillage alimentaire aussi, et les maîtriser beaucoup mieux. Donc il y a vraiment cette question-là. Donc nous on intervient, quand on intervient notamment pour une labellisation d'établissements bio engagés, on commence par les factures, donc c'est un petit peu contraignant, c'est pas super rigolo, mais n'empêche qu'on voit tout par la compta en fait. Alors justement, établissement bio engagé, en quelques mots, comment on fait pour être considéré, distingué comme un établissement avec ce label bio engagé? Mais déjà, on se rapproche d'une Interbio, donc il y en a 7 en France. Aujourd'hui, quand on est par exemple directeur d'établissement, on peut déjà faire le point sur le pourcentage qu'on a de bio sur les plateaux des enfants. Donc jusque-là, on était à entre 20 et 22%. À partir du moment où on était à 20%, les objectifs Egalim, on pouvait être labellisé sur l'établissement bio. Et ensuite, on a un système d'amélioration continue avec des fourchettes en plus. À partir du 1er janvier 2026, on monte à 26%. Donc ça va demander aussi un effort. Ça c'est pour la restauration, mais on a aussi le pendant, donc territoire bio engagé, qui va venir valoriser des surfaces en fait en bio. Et là, ça marche un petit peu comme Ville et Village Fleuris. On a un joli panneau qu'on voit derrière vous là-bas, territoire bio engagé, qui vient se mettre à l'entrée de ville pour venir valoriser aussi la commune sur ces surfaces, parce que ça va ensemble, la production et puis le nombre de produits qu'il y a sur le plateau. Et ça suppose de la transparence, parce que vous disiez, première chose qu'on regarde, c'est les factures. C'est les factures, donc pour voir déjà à combien de l'établissement est au niveau du pourcentage de bio. Et après, on propose un accompagnement sur les recettes. Alors, on s'appuie sur d'autres structures, bien sûr, qui ont des outils, des kits. Donc, est-ce qu'il y a un levier de gaspillage alimentaire? Parce que des fois, il y a des cuisines qui sont déjà avec des taux super bien. Donc, on a plus ce levier-là. Donc, on va aller chercher ailleurs. Un dernier chef là qui en a fait une remise disait qu'à partir du moment où il a trouvé un producteur de fromage de chèvre à côté de
chez lui. Il a arrêté de commander donc sur des grandes marques internationales qui faisaient du bio. Et puis d'un seul coup, les enfants ont redécouvert aussi le goût. Et lui, en fait, il a pas augmenté sa facture, ce qui leur met un peu moins. Mais c'est délicieux. Et moi, je le constatais, les plateaux étaient vides. Est-ce que c'est pas d'ailleurs le défi majeur, parce que avoir des produits, des fruits et légumes, par exemple, frais, c'est pas très compliqué in fine, mais trouver des produits transformés en grosse quantité, là, ça peut devenir très compliqué. Alors nous, sur les cuisines dans lesquelles on intervient, c'est vrai que les chefs cuisinent beaucoup de choses quand même en produits bruts. Donc ça veut dire qu'ils sont équipés aussi d'une légumerie, d'un certain nombre d'outils qui leur permettent de cuisiner. Ça les valorise vraiment dans leur métier. Et il y a aussi la notion du goût, de réhabituer nos enfants aussi à manger plein de choses. Ça se fait pas du jour au lendemain en fait. Faut y mettre peut-être un peu des épices, des techniques de cuisson différentes. Donc c'est tout ça qui est à faire avancer en même temps. Si je peux juste rajouter, parce que j'entends le mot de légumerie, et on sait, nous, c'est un point aussi qu'on regarde. La légumerie, c'est un exercice économique extrêmement complexe à mettre en œuvre. Et il faut pas se dire que plein de bio, ce sera pour ceux qui ont des légumeries. Et on sait que la légumerie est un accélérateur d'utilisation de produits bio pour une collectivité, et que les autres, on les laisse sur le côté de la route. Donc il y a aussi des produits en 4e gamme qui se développent avec un certain nombre d'opérateurs qui vont offrir de la praticité aux cuisiniers pour que quand il passe du temps en cuisine, il ne passe pas à éplucher les carottes, mais plutôt à travailler à sa cuisson, à son assaisonnement. Et alors ça, c'est valable pour la restauration collective en milieu scolaire, mais est-ce que les règles sont les mêmes pour la restauration collective, les restaurations par exemple en milieu hospitalier ou dans les EHPAD, où là je crois qu'on est très très loin des objectifs de consommation de produits bio? Ah oui, on en est loin. Oui, on en est loin. Nous, on vient d'avoir la chance d'être choisi pour développer la bio sur les plateaux de plusieurs hôpitaux, donc via l'ARS, où c'est vraiment un sujet, mais c'est vrai qu'ils ont des coûts matières, des coûts de personnel hyper importants. Et là où on devrait finalement retrouver des aliments de qualité, des aliments bio sur nos plateaux, c'est vrai, on est tous passés malheureusement par un hôpital et on n'en retrouve pas beaucoup. Donc c'est un vrai enjeu là-dessus à travailler sur le coût. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Sur quel levier et quel levier on peut actionner pour que ça s'améliore dans ce secteur-là, puisqu'on nous dit que la bio, c'est quand même essentiel en matière de santé, et dans un établissement de santé, ça devrait être la priorité absolue. Là, ça réside aussi sur les coûts qui sont donnés aux directeurs hospitaliers. Donc, il y a quand même un respect aussi à avoir dans les services. Est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens? Ce qui est important aussi et qui est une complexe pour les hôpitaux, c'est qu'il faut nourrir avec la 4e gamme, etc. Il y a des choses qui sont moulinées, il y a des choses qui sont hachées. Enfin, c'est vraiment d'une complexité très importante. Oui, J'avais quand même entendu, je crois que c'est l'hôpital de Poitiers, une recette, c'est 14 déclinaisons. Donc oui. Voilà. Oui, c'est qu'à chaque pathologie, à chaque patient, il y a une adaptation nécessaire. C'est une vraie complexité. Après, la question du coût, qui est globalement, et d'accessibilité des produits, qui est une question de la restauration collective, est d'autant plus importante en restauration hospitalière. En EHPAD, je distinguerai le public du privé, mais ça reste des choses qui sont extrêmement présentes. Après, sur le volet hospitalier, j'ai oublié, je voulais dire quelque chose. Mais moi, j'avais juste une question à vous poser, Julie, sur la restauration, sur les opérateurs de la restauration collective, que ce soit en milieu scolaire, en milieu hospitalier, dans les EHPAD. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qui est géré directement par les pouvoirs publics, par les collectivités locales, ou ce qui est géré par des poids lourds du secteur, je pense à Sodexo, Compass et les autres? Il faudra regarder les chiffres de bio dans ces organisations-là. Il y a la question de la lésion chaude, effectivement, des grosses cuisines centrales. Ensuite, les collectivités font des marchés publics, donc elles demandent aussi un certain nombre de produits bio. C'est vrai qu'il y a des marges de manœuvre hyper importantes sur les sociétés de restauration. Nous, on travaille avec elles aussi. Il y a cette question des volumes, il y a cette question de respect du coût matière. Donc, et sur les municipalités, il y a vraiment un enjeu de décision politique en fait, parce que la loi Egalim c'est volontariste en fait, il n'y a pas de pénalité si on respecte pas la loi. Il en faudrait? Moi je serais tout à fait pour personnellement, mais parce que ça veut dire que mes enfants mangeraient bio aussi quand ils sont pas à la maison par exemple. Alors, on a parlé de la restauration collective, on va reparler de la restauration traditionnelle. Fanny, je vais être méchant 2 secondes avec certains restaurateurs. Si on mange si peu bio dans les restaurants, brasseries des grandes villes,
c'est dû à quoi? C'est uniquement une question d'argent ou c'est juste parce que Métro fait pas beaucoup de produits bio? Juste peut-être, avant de vous répondre, revenir sur ce que nous disait Olivier tout à l'heure. En effet, un des enjeux, c'est que toute la restauration commerciale y aille, et notamment aussi la restauration rapide, qui aujourd'hui fait quand même assez peu de bio, alors que c'est ceux qui potentiellement quasiment ont le pas, plus d'impact. Pas du tout. Et je pense que là, il y a un vrai travail sur le récit que l'on fait du bio en restauration. Encore une fois, le récit du local, il a fonctionné, le récit du bon produit, il a fonctionné, et là-dedans, on n'a pas réussi à intégrer le récit du bio. Donc il y a un vrai travail, et nous, c'est ce qu'on essaye notamment de faire avec l'agence bio, avec des podcasts, avec des événements sur transformer ce récit chez les restaurateurs et chez tous les restaurateurs, parce que évidemment qu'il ne faut pas accompagner que la restauration, on va dire traditionnelle, indépendante, mais aussi le reste de la restauration. Et ensuite, pour répondre à votre question. Oui, est-ce que s'il y a si peu de bio, c'est parce que Métro n'en a pas dans ses linéaires? C'est difficile. Ils vont nous aimer chez Métro parce qu'en fait, je sais même pas s'ils vendent des produits bio ou pas. Ils vendent des produits bio. Tous les grossistes traditionnels de la restauration, que ça soit Transgourmet, que ça soit Métro, ont une filière bio. Maintenant, c'est très peu de ce qu'ils vendent. Chez Transgourmet, c'est à peu près 2% de produits durables qui sont vendus. Reste qu'ils font un travail pour essayer de la valoriser, pour essayer que les restaurateurs en achètent plus. Maintenant, aujourd'hui, le restaurateur, son premier calcul, c'est le prix, et c'est pas le bio. Donc, est-ce que les grossistes pourraient faire mieux pour pousser davantage? Probablement. Est-ce qu'ils y ont intérêt? Je ne sais pas. De fait, encore une fois, aujourd'hui, du côté politique, en tout cas, on va pas dans ce sens-là. Donc les restaurateurs aussi, quand ils sentent qu'il y a aucune pression à aller dans ce sens-là, à un moment on avait parlé d'un égalime de la restauration commerciale, etc. Bon, clairement, les politiques publiques sur la restauration commerciale, elles sont très très faibles. Et alors, il y a une question aussi qui se pose quand on écoute les cuisiniers. On dit oui, travailler des produits bio, notamment des fruits et légumes, c'est bien, mais ça suppose plus de personnel, peut-être plus d'équipements. Est-ce que ça, c'est pas un frein aussi au développement? Des équipements, par exemple, que n'auraient pas, qu'auraient les gens de la restauration collective, parce que les collectivités locales ont décidé qu'il fallait une légumerie, ont décidé qu'il fallait des robots pour éplucher les légumes, que sais-je encore. En fait, tout dépend du type de restaurant dont on parle. Encore une fois, on parle de restaurants qui font 20 couverts par jour à des restaurants qui font des milliers de couverts par jour. Donc, après, aujourd'hui, je crois vraiment que l'offre en bio, elle existe pour les restaurateurs. Et que c'est plus vraiment une question, 1, de prix, et 2, de récit de comment je valorise ce bio ensuite à ma carte. Mais le restaurateur, il peut aussi bien faire du bio transformé que du bio en brut. Il a toutes les possibilités aujourd'hui. Il peut faire du végétal, de l'animal, il a toutes les possibilités. Et est-ce que quelque part, et là Mathilde, je peux vous poser aussi la question, quelque part c'est pas un des péchés originels de la bio, c'est que la bio s'est concentrée sur des données objectives, sur la santé, sur la protection de l'environnement, mais ne nous a pas raconté, ne nous raconte pas de belles histoires. On a envie aussi, de temps en temps, de rêver un peu quand on achète un produit, pas uniquement penser à des problèmes cardiovasculaires que l'on pourrait avoir ou des problèmes de cancer. Et est-ce que ça, c'est pas une des premières tâches pour faire augmenter la consommation de produits bio dans la restauration collective, mais aussi dans la restauration hors domicile? Oui. Clairement, je pense que c'est un des apprentissages aussi qui a amené la crise de la consommation ces dernières années. Je pense que ça a été une prise de conscience pour beaucoup d'entreprises de travailler sur la désirabilité de leur marque, surtout le marketing, de l'identité, et même pour les enseignes de produits bio. Et je pense que ce qui illustre le mieux ce pivot, c'est aussi la campagne C'est Bio la France, développée par l'agence bio depuis un an, une bonne année maintenant, où vraiment le message est pas porté sur les est moins porté sur les externalités positives de la bio que sur une désirabilité de ce modèle, avec une esthétique, un savoir-vivre à la française, et voilà. Donc je pense que j'en reviens à cette idée, à ce besoin d'installer cette campagne, d'installer ce nouveau message C'est Bio la France, et donc d'avoir un maintien des budgets aussi qui permettent de développer cette campagne. Et oui, on peut comparer aussi avec le label rouge, qui est le label préféré des Français, qui a
joué sur le goût et qui, en tout cas, en termes de marketing, a fonctionné. Aujourd'hui, on va trouver probablement plus de labels rouges en restauration que de bio. Mais quand je dis raconter des histoires, on peut reprendre un exemple pas si ancien, quand Danone s'est associé. Alors évidemment, parler de Danone à Natexpo, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment et le meilleur endroit, mais quand on voit ce qu'ils ont fait avec leur marque Lait de Vache, ils ont rendu un yaourt bio banal hyper sexy. Tout le monde en veut, tout le monde en a acheté. Et ça a été un succès commercial absolument invraisemblable et un succès économique aussi pour l'entreprise. Donc il y a un vrai travail à faire, je pense, là-dessus, sur le storytelling, un peu sur l'histoire qu'on nous vend au-delà du produit. Oui, complètement. Et franchement, c'est ce qu'on essaye de faire chez Ecotable parce que depuis tout à l'heure, on timpe un peu sur la restauration, mais ils sont aussi très nombreux, ces restaurateurs qui font du bio. Alors, proportionnellement parlant, on a 200 000 restaurants en France, 18 000 rien qu'à Paris. Évidemment, proportionnellement parlant, c'est une goutte d'eau. Sauf que ce sont des ambassadeurs, ce sont des chefs qui vont du 3 étoiles au guide Michelin à la cantine. Et il y a aussi un travail à mettre en avant ces métiers dans la cantine scolaire, dans les cantines de façon générale. Souvent, d'ailleurs, dans les cantines scolaires, on a des anciens de la restauration traditionnelle qui, pour des raisons de personnelles, de qualité de vie, ont décidé de passer au lycée ou au collège. Oui, et on l'a vu au moment de la loi du plomb. Nous, on a écrit une tribune contre la loi du plomb. Elle a été signée massivement par les chefs. Les chefs ont quand même envie aujourd'hui de s'approprier cette question des intrants, en tout cas. Alors justement, puisque vous parlez de la loi du plomb, on va faire un petit tour de table. Est-ce que le seul intérêt aujourd'hui de la loi du plomb, c'est d'avoir provoqué justement une levée de bouclier contre elle? Parce qu'on s'est rendu compte que pour une fois, tout le monde se retrouvait derrière, les restaurateurs, les agriculteurs, pour dire non. Est-ce que finalement, c'est pas à ça qu'a servi la loi du plomb? Le reste, on l'oublie. Hein. Mais en tout cas, c'est voir le verre à moitié plein. J'essaye de voir voir le verre effectivement à moitié plein. C'est voir le verre à moitié plein parce que alors franchement c'était enthousiasmant de voir qu'il y avait une vraie mobilisation sur ces questions-là. Maintenant en ce moment est discuté à la Commission européenne Omnibus 7 qui a pour ambition de simplifier la procédure d'autorisation des pesticides et de faire que l'autorisation soit faite à vie. Oui. On verra s'il y a une mobilisation similaire, sachant que c'est potentiellement aussi grave que la loi du plomb. Et ça justement quand on commence à parler de ces lois et puis généralement, les sujets en télé sont assez anxiogènes. Est-ce que ça fait monter les ventes des produits bio ou pas? Est-ce qu'il y a un effet, j'allais dire, un petit peu comme vous le disiez, Julie, tout à l'heure, au moment de la crise de l'ESB, de valeur refuge. On dit, oh là là, ils sont en train de nous préparer des trucs. On va vite aller chez un tel ou un tel, acheter des fruits et légumes bio ou acheter sa viande bio. Alors c'est hyper dur de le mesurer en temps réel. Voilà. Là, on n'a pas encore les chiffres de cette année. Par contre, ce qui est important, moi, je voudrais rebondir sur la notion de récit en fait et de désirabilité des produits bio. Nous, on décline aussi en région Bretagne et dans plusieurs régions la campagne C'est bio la France, C'est bio la Bretagne. Et nous, en Bretagne, on a fait le choix d'aller uniquement sur les réseaux sociaux et d'aller uniquement sur une cible 25-35 ans. Que finalement, on a un peu négligé en fait ces dernières années en voulant vraiment tout ciblé sur les plus de 50 ans, CSP+, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on a une campagne qui marche super bien via les réseaux sociaux, via Instagram, via LinkedIn, avec des petites... Nous, on a travaillé avec un influenceur local, breton. Et on est parti sur, je vais manger chez Belle Maman dimanche. J'ai rien dimanche matin, qu'est-ce que je vais faire? Et on fait des petites capsules comme ça. Et en fait, on a touché un maximum de gens en sponsorisant un petit peu. Qu'est-ce que je mets dans ma gamelle quand je suis salarié d'une entreprise? Et on est parti sur des choses hyper simples en fait. Et ça marche vachement bien. C'est la même chose chez Interfel. Une grosse partie de l'activité, c'est aussi de la communication, c'est aussi rendre désirables les fruits et légumes. Aujourd'hui, cette communication, elle passe par quoi? Elle passe encore par de la com traditionnelle, par de la pub ou par les réseaux sociaux. On parlait d'Instagram et de LinkedIn. Ça peut être aussi TikTok maintenant. Alors c'est effectivement, on est à la fois capable d'adresser ces questions de communication sur des espaces grand public et puis d'aller cibler des populations plus pertinentes sur les réseaux sociaux via d'autres canaux. Sur le bio, on a des programmes européens que l'on mène. Prenez en main la bio, que l'on a eu, qu'on a déployé à la fois sur le grand public, mais aussi sur la restauration, parce qu'on sait que c'est d'importance. On est aujourd'hui assez présent pour soutenir. On n'en a pas parlé, mais j'aimerais bien qu'on en parle parce qu'on a parlé d'accessibilité prix, mais le programme fruits et légumes à l'école qui permet aux collectivités quand même de financer la montée en gamme, c'est-à-dire de passer d'une pomme conventionnelle
à une pomme bio sur le temps du midi. C'est financé par l'Europe, il reste de l'argent. Donc n'hésitez pas, on a un petit stand là-bas, on pourra vous en parler. Si Ouais, vous parce qu'il faut rappeler que si c'est pas utilisé, cet argent, ça repart dans les caisses communes de l'Union européenne. Ça repart dans les caisses Donc communes de autant l'Union européenne. l'utiliser, hein. Et on était, il y a quelques années, on était à 10% d'utilisation de l'enveloppe. On est monté quasiment à 50%, mais il reste 50% encore. Il y a des collectivités qui pourront en témoigner. C'est un vrai levier d'accélération du bio. Nous, on a des collectivités qui nous ont dit, on a gagné. Alors, au global, hein, en maîtrisant notre budget, 6 points d'Egalim. Donc, c'est pas une paille. Alors, vous qui êtes, qui nous avez fait l'amitié de suivre cette table ronde, vous allez pouvoir intervenir. Il suffit de nous faire un petit signe, on vous apportera le micro. Justement sur ces budgets, le fait que il y a que 50% de ce budget qui soit utilisé aujourd'hui, on est passé, vous le disiez, de 10 à 50. C'est dû à quoi? C'est dû à la complexité administrative, parce qu'on sait qu'avec les choses européennes, il y a toujours des tas de trucs à remplir, ou est-ce que c'est juste par une méconnaissance de l'opportunité? Alors il y a un peu des deux. Il y a effectivement et on était il y a pas plus longtemps qu'une semaine ici au Salon des maires et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de maires qui ne connaissaient pas le dispositif. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le mettre dans leur programme de campagne à venir. Donc il y a cette méconnaissance et puis il y a eu cette complexité qui a fait qu'il y en a qui s'étaient mis dedans et qui en sont sortis parce que c'était complexe. Il y avait un point qui était un peu bloquant, enfin double point qui était un peu bloquant à la base, qui était à la fois de proposer une distribution additionnelle de fruits et légumes. Donc c'était historiquement un fruit à la récré, donc il fallait qu'il y ait des gens qui viennent pour distribuer le fruit ou le légume le fruit, surtout à la récré. Et puis il fallait justifier d'une action pédagogique. Aujourd'hui, ces deux freins, ils ont sauté. C'est-à-dire que ça permet de distribuer sur le temps du midi, en fait, des produits qui étaient déjà distribués. Ce qu'on demande, c'est que le produit qui était conventionnel avant, maintenant, il soit SICO, donc bio ou label rouge ou IGP, mais bio, bien évidemment. Et puis la question de la justification de l'action pédagogique, en fait, elle a sauté. Ça ne veut pas dire que les établissements le font plus, parce qu'en général, les gens qui mettent le dispositif en place, ils le gèrent comme un projet. Donc il y a bien ce qu'il y a dans l'assiette, mais il y a tout ce qui va être mis autour. Donc on va aller parler, on peut parler de bio aussi aux élèves sur ce qu'ils ont mangé le midi, leur faire comprendre quelle est la différence. Donc un vrai levier éducatif aussi. Et justement, en matière de pédagogie, Julie, est-ce que les adhérents d'Interloire, les agriculteurs qui sont dans votre sphère d'influence font aussi un peu de pédagogie dans les écoles? Est-ce que ça c'est bien vu de voir des agriculteurs qui viennent expliquer leur métier devant des enfants, ou est-ce qu'on dit c'est encore un coup du lobby agricole? Non, nous, ce qu'on constate à Interbio Bretagne, c'est que souvent les chefs spontanément vont aller inviter leurs fournisseurs aussi à venir parler. Donc que ce soit le producteur de porc, de viande, ça arrive quand même dans l'année. Alors ça fait pas forcément partie d'un programme européen, c'est plutôt basé sur le volontarisme. Mais oui, ça arrive régulièrement, oui. Mais malgré tout, il faudrait quand même parler plus d'alimentation, plus de ce qui est bon dans ce qu'on mange dans l'alimentation, des protéines, des glucides, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas forcément encore bien en France pour savoir correctement s'alimenter aussi. Ça va être un vrai travail. Et Mathilde, je pense que dans l'industrie agroalimentaire bio, il y a aussi un vrai travail sur le bien manger, la façon de s'alimenter. Dire qu'avoir la petite Eurofeuille ou le logo AB, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Effectivement, nous on travaille de plus en plus sur cette dimension de la qualité nutritionnelle et on encourage de plus en plus les entreprises bio à travailler leurs recettes aussi avec une entrée nutritionnelle en se basant sur des outils comme le Nutri-Score ou d'autres et de plus en plus aussi sur la question de l'ultra transformation des produits, puisqu'on sait que c'est un sujet sensible et sur lequel on a déjà beaucoup de choses à dire en bio, puisque c'est moins connu que les pesticides, mais le label bio limite aussi l'usage d'un certain nombre d'additifs et d'auxiliaires technologiques, ce qui permet d'avoir des produits moins transformés. Mais voilà, on reste pas sur nos acquis et on accompagne aussi nos membres à améliorer la composition de leurs produits d'un point de vue de l'ultra-transformation. Alors ça doit pas être forcément facile à faire passer comme message, parce que j'imagine un industriel ou une PME de l'agroalimentaire, et voilà, dit ouais, ils sont gentils, mais ils me rajoutent une couche de difficulté, j'ai déjà plein de problèmes et il faut faire ça en plus. Faut comprendre que c'est une stratégie gagnant-gagnant aujourd'hui. Toutes ces contraintes, elles vont avoir un effet sur la santé, bien sûr, sur les consommateurs, mais surtout sur le chiffre d'affaires.
Oui, alors c'est simplement que c'est effectivement Pardonnez-moi d'être bassement matérialiste et libéral, non, mais ça rejoint les attentes des consommateurs. Effectivement, aujourd'hui, le consommateur, il a des attentes très centrées sur sa santé, et donc arriver avec une proposition bio, qualité nutritionnelle, limitation de l'ultra-transformation, tout ça sont évidemment des points d'entrée complémentaires pour le consommateur. Fanny, quels sont vos objectifs? Vous disiez, bon, on a un certain nombre d'établissements, de restaurants labellisés, estampillés. Vos objectifs dans allez, on va dire les 10 ans à venir? On n'a pas d'objectif sur la labellisation. La labellisation, elle se veut d'être de toute façon excluante. On valorise les meilleurs. On a un objectif plutôt sur le reste, d'accompagner le secteur au sens large dans sa transition écologique. Donc justement, on a développé un outil qui s'appelle le Resto Score, qui permet, qui n'est pas excluant, c'est un score. Donc on calcule son empreinte sous format ABCDE. On peut l'afficher, on peut ne pas l'afficher, mais au moins on sait, on a ses valeurs clés, on connaît son pourcentage de bio, son pourcentage de local, son pourcentage de circuit court, ce que ça représente en impact carbone, l'impact sur la biodiversité, etc. Et le but, voilà, c'est de pousser le secteur vers plus, vers moins d'impact, et pas seulement évidemment les meilleurs. Et alors, quels sont en matière de communication, les locomotives? Parce que on l'a vu à une certaine époque, il y avait certains chefs. Dès qu'ils ouvraient la bouche, c'était parole d'évangile. On se souvient par exemple de Joël Robuchon qui a remis à la mode la purée. C'était quand même un des plats les plus basiques de la cuisine. Lui en a fait quelque chose d'extraordinaire et après tout le monde faisait la purée à la façon de Joël Robuchon. Aujourd'hui, est-ce que vous avez ces chefs étoilés prescripteurs avec vous et qui? Oui, on a des ambassadeurs tous les ans. Ça fait évidemment partie du travail que l'on fait en communication. Ça va être des chefs étoilés, mais pas que. On va avoir Éloi Spindler, par exemple, qui est pas du tout un chef étoilé, mais qui a une très grosse communauté. On va en revanche avoir comme chef étoilé Thibaut Spiewak, qui lui a l'étoile verte et une étoile au Guide Michelin. Voilà, le but c'est de toucher le plus grand nombre, de toucher aussi évidemment les 25-35 ans. Enfin voilà, de toucher. Donc on va choisir nos influenceurs et nos ambassadeurs en fonction. Ah, des influenceurs également, ça passe aussi par les formats TikTok? Nous, on développe des vidéos sur TikTok, évidemment. On n'a pas particulièrement, on n'a pas de budget pour travailler avec des influenceurs, mais nous, on fait ce rôle d'influenceur nous-mêmes. Voilà. Alors, une dernière question, Julie, à moins que quelqu'un dans la salle souhaite prendre la parole. Oui, non? Ah, madame, on va vous donner le micro. Merci pour la prise de parole. Vous avez parlé de la disponibilité des produits au quotidien, donc ça veut dire aussi pour beaucoup d'entre nous en GMS. Parlez bien près du micro pour qu'on vous entende. Donc se pose la question, selon moi, de leur place en rayon quand on est en grande distribution. Et c'est vrai que je me posais la question de savoir si vous aviez un avis sur l'efficacité d'une implantation plus dans le rayon d'appartenance du produit ou dans un rayon dédié à l'alimentation bio, un peu un magasin bio dans la grande GMS. Et moi qui accompagne beaucoup de marques sur leur stratégie d'innovation, c'est une question essentielle. Alors Mathilde, des rayons dédiés façon ghetto ou des produits bio au milieu de leur famille de produits? Alors nous, c'est une question à laquelle on a réfléchi effectivement pour avoir des recommandations à la GMS dans la stratégie de reprise sur les produits bio. J'ai envie de dire que ça dépend du type de produit. Donc nous aujourd'hui on recommande plutôt le double système, que à la fois une double implantation au rayon pour des marques qui sont plutôt des jeunes challengers de marque, enfin voilà, pour qu'il y ait de l'alternative directement en rayon et que ça permette de conquérir des nouveaux consommateurs. Et en revanche, de garder quand même ces fameux corners bio pour des consommateurs plus convaincus, plus habituels de la bio, qui eux vont aller naturellement chercher des produits qu'ils connaissent dans ces endroits-là et du coup pouvoir élargir éventuellement un peu leur gamme. J'ai envie de dire que les deux types d'implantation servent des intérêts différents et donc vont servir des typologies de marques différentes. Donc idéalement, on reste sur ces deux circuits. Julie, même question en Bretagne. Votre expérience de terrain, c'est plutôt diluer les produits dans les rayons ou d'avoir vraiment un gros rayon bio? J'allais dire avoir un petit
un petit spot bio au milieu du magasin? Oh, bon, en GMS, j'ai exactement la même réponse que Mathilde. Il faut les deux, en fin de compte. La partie, on le vit tous quand on va dans une GMS pour qu'on a l'habitude de consommer bio. On aime bien retrouver tous nos produits bio à un seul endroit. Mais en même temps, si on veut aller conquérir d'autres consommateurs, d'avoir la farine conventionnelle, MDD ou de grandes marques avec à côté le produit équivalent, il y a quand même des gens qui regardent au kilo, ou qui regardent le prix unitaire, et là, c'est important. Donc les deux, pareil. Mais est-ce qu'il n'y a pas juste, Mathilde, un petit problème quand on regarde bien ce qui se passe dans la distribution, c'est qui et à quelle place? On peut imaginer, par exemple, on va parler des pâtes, par exemple, un industriel des pâtes classique, il dit ah non, moi, attendez, moi je prends tant du linéaire pour mes produits, je veux pas qu'il y ait des trucs bio à côté qui vont peut-être cannibaliser mon business. Et on sait que ces places dans les magasins, c'est quelque chose d'ultra sensible. Oui, évidemment, on touche vraiment aux logiques de négociation commerciale et ça va être des négociations à mener dans les box. La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, dans ces rapports de force, à la fois entre petits fournisseurs et GMS, et à la fois entre plus petits acteurs de la bio, parce qu'on est en bio quand même plutôt sur un tissu PME ETI, et versus du conventionnel où parfois on est face à des multinationales, il y a un rapport de force qui est inégal et donc on a besoin, et nous on plaide pour ça au Synabio, de rééquilibrer un peu ce rapport, notamment dans des textes comme Egalim, qui devraient permettre de mieux protéger les plus petits faiseurs. Et là, ça passe en ce moment par des discussions sur le raccourcissement de la durée des négociations pour les plus petits fournisseurs. Et nous, c'est effectivement des mesures qu'on soutient dans cette logique de rééquilibrer le rapport de force. Mais on pourrait aller encore plus loin. Julie, on va terminer avec vous. Alors, plus de bio dans les assiettes demain? Oui, non, peut-être, il y a encore du boulot? Et oui, il y a encore du travail, mais oui, bien sûr, demain plus de bio. Alors ça dépend effectivement, on l'a dit, des politiques publiques, mais aussi localement des choix politiques, des choix des cuisiniers, des choix des communes. Donc ça part aussi des territoires, moi j'ai envie de dire. Et c'est maintenant que ça se joue, parce que là, on a des élections dans pas longtemps, et ça fait généralement partie. Alors même si c'est pas flagrant, quand on regarde les programmes, ça fait aussi partie des préoccupations, si ce n'est des candidats, en tout cas des électeurs. Oui, je pense qu'il y a un enjeu au niveau des municipales sur ce sujet-là, et j'espère que ça sera porté aussi dans les élections par un grand nombre de candidats. Ouais. Olivier, vous, plus de bio dans les assiettes, vous y croyez vraiment, ou on dit il y a encore, pour reparaphraser Mao, une longue marche? Alors nous on dit déjà plus de fruits et légumes dans les assiettes, mais et donc par jeu de volume plus de bio. Non, oui, plus de bio dans les assiettes. Bien sûr, on fait tout pour que justement on a un plan de souveraineté qu'on a signé avec le ministère il y a maintenant 2 ans, plus de 2 ans au salon un peu moins de 2 ans au salon de l'agriculture, qui tend à maintenir quand même une production sur le territoire national, y compris une production bio. Donc c'est vraiment tout l'enjeu, nous, de notre comité bio, c'est comment on fait rencontrer cette offre et cette demande, y compris en restauration. Donc oui, plus de bio dans les assiettes. Une dernière question, Fanny. Vous voulez que je sois le journaliste le plus heureux du monde? Faites en sorte que les cuisiniers, les restaurateurs qui font du bio l'affichent plus ouvertement, ce serait tellement bien. Ça nous permettrait tellement plus facilement choisir les endroits où on a envie de manger. Bah déjà, vous pouvez suivre le label écotable qui impose un pourcentage de bio en fonction du nombre d'écotables. Et juste, je voulais terminer sur les politiques publiques en restauration commerciale parce qu'elles sont aussi hyper importantes et c'est souvent, encore une fois, le parent pauvre. On pense à la restauration collective, on pense pas à la restauration commerciale. Dans les communes, et ça va se jouer au municipal, il y a plein de choses qu'on peut faire pour pousser le bio. Nous, on travaille aujourd'hui avec Paris, avec Marseille, avec Lyon, avec Grenoble, mais il y a plein de choses que l'on peut faire pour former les restaurateurs à une végétalisation de l'assiette, à plus de bio dans l'assiette, à des pratiques plus durables. Et au niveau national, évidemment, nous, on pousse notamment une absence de TVA pour les restaurateurs qui sont dans des pratiques durables. Il y a plein de choses aussi que l'on peut faire. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde que vous pourrez retrouver sur le site natexpo.com. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.